Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Oh my god, on est arrivé, genre, on est allé voir les maisons pour voir ce qu'on pourrait s'acheter. Puis genre, il y a quand même du choix, là, je veux dire. Il y en a qui sont quand même chers, par contre, là. Tu sais, ils sont quand même belles. Tu sais, celle-là, elle a beaucoup de fenestration. Hey, quand tu dis que tu magasines une première maison, tu regardes les cabanons. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Vice caché. Yann, on a tellement ri quand on a vu ça. Ça circule sur les réseaux sociaux, une vidéo d'un jeune couple dans la vingtaine qui essaye d'acheter une maison et qui se rabat sur des remises, double porte peut-être ou cabanon avec fenêtre. Tu sais, on est rendu là dans l'ironie de la chose. Là, c'est ce que ces jeunes-là ont voulu illustrer. Ouais, puis tu sais, c'est l'ironie, comme tu dis, Mel. Puis bonjour en passant, juste te dire... T'es tout en beauté. Ben, je déborde un peu, là. Puis heureusement, les gens vont porter attention à toi, vont te regarder. Puis moi, je peux m'habiller n'importe comment, ça change rien. Mais bref, je reviens à notre sujet principal. Mel, c'est une réalité pour les premiers acheteurs particulièrement. C'est une douche froide, ce marché-là. Et je te pose la question, est-ce qu'on est rendu à l'époque où on va aller acheter notre maison chez Home Depot? Ben j'espère que non, parce que en plus, tu sais, il y a beaucoup de mini-maisons, des projets en ce sens-là, mais on voit très bien que les villes, ils favorisent pas les projets de mini-maisons. On s'entend, c'est comme les maisons mobiles. Tu le sais, il y en a presque pas de parcs de maisons mobiles. On les déménage, on les exclut, et c'est quand même un marché intéressant pour une bonne quantité de personnes, tu sais, qui ont un budget. Quand tu dis que des maisons mobiles, c'est rendu à 300 000, là, tu sais, bien rénovées. Ouais. Il y en a des moins chers, mais il faut toutes les refaire. Puis si c'est sur un terrain loué, ben là, tu es vulnérable parce que si le terrain se vend, il faut que tu partes. Ouais. Donc, c'est très difficile pour les premiers acheteurs, ceux qui n'ont pas déjà l'effet de levier là, de leur première maison. C'est ce qu'on voit, puis eux, ils ont préféré en rire. Là. Bien, en rire, puis en même temps, aussi, ce que ça signifie maintenant, c'est que pour acheter une maison moindrement rénovée, une grandeur normale, tu sais, on y arrive, les jeunes, y arrivent simplement plus. Il y a une statistique qui est sortie dernièrement, Mel, tu l'as vu toi aussi, là. Il y a tout près de 25-30% des jeunes, des premiers acheteurs qui ont délaissé le projet éventuel d'acheter parce que c'est simplement plus réaliste. Moi, ça me préoccupe. On est une famille, nous autres, on a 3 enfants. Éventuellement, ces jeunes-là vont vouloir acheter. Ou ils partiront pas de la maison. Ou ils partiront pas de la maison, sont trop bien, ou c'est nous autres qui va leur dire un jour... Ben, nous autres, on va quitter puis on va les laisser là. On est tanné des lunchs à toute heure du jour en passant et de la nuit. Fait que c'est peut-être temps de trouver un autre endroit pour aller le faire. Mais tu sais, c'est une réalité. Puis moi, ça m'a fait sourire. Vraiment, ça m'a fait rire cette vidéo-là. Puis d'ailleurs, je remercie Isabelle Maréchal. C'est elle qui me l'a fait parvenir. Puis on a dit, on va l'utiliser pour le podcast aujourd'hui. Mel, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a vu passer aussi dernièrement. On parle du gouvernement fédéral pour essayer d'aider, là, tu sais, des mesures. On dit souvent les gouvernements devraient s'impliquer davantage, les municipalités devraient en faire plus. Là, au niveau fédéral, on parle d'un projet de conception de 4000 nouvelles maisons modulaires qui pourraient être produites au niveau de terrain tenu par le gouvernement. Alors, il y avait Capitaine America. Maintenant, il va y avoir Maison Canada. Qu'est-ce que tu penses de ça comme nouvelle agence puis comme projet, toi? Moi, je rêve à ça. T'sais. J'espère que ça va se faire. Mais... voyant comment ça se passe, les communications entre les paliers de gouvernement. Là, c'est le fédéral qui va mettre à la disposition certains terrains dans quelques villes au Canada, mais comment ça va se passer avec la municipalité? Là, on parle, entre autres, au Québec de Longueuil, là. Il est où le terrain fédéral à Longueuil? Est-ce que la ville... Tu sais, comment les communications vont se faire avec les municipalités pour enclencher ces projets-là? Puis ces maisons-là vont être dédiées à qui? Qui va avoir le droit d'acheter ça? Parce qu'on parle de propriété hors marché aussi. Qu'est-ce qu'on fait des HLM? C'est quoi exactement la vocation? Donc, oui, c'est un beau projet sur papier, mais dans l'application, puis c'est souvent comme ça, hein, les promesses politiques, c'est souvent « wow ». On se dit « mon Dieu, c'est une belle idée ». Mais moi, j'espère vraiment que ça va se rendre à terme parce que la crise du logement est criante. Là, absolument. Absolument. Tu as parfaitement raison. Puis, tu sais, Mel, il y a plusieurs organismes qui ont salué aussi l'orientation du gouvernement par rapport à ça. Moi, je suis comme toi. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais en même temps, je me questionne
sur la façon dont ça va être fait puis qui va avoir accès à ça. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un projet qui va être fédéral, donc ça va être au niveau du Canada au complet, ces 4000 nouvelles propriétés-là. Mais tu sais, on oublie souvent, puis tu sais, quand on parle de solutions pour aider le vrai monde, tu sais, les Christophe, là, pour pas dire d'autre chose, quand tu as 20 ans puis tu veux acheter ta première maison, tu veux, t'as pas d'argent, tu sais, t'en as pas beaucoup, puis là, tu t'arrives, t'achètes une maison, exemple, dans le marché actuel, on sait le prix moyen d'une maison au Québec, Mel, 500 quelques mille maintenant, 560 000 et des poussières. Écoute, est-ce que la fameuse taxe de bienvenue, là, la taxe de mutation qui vient de couper les jambes, là, y a-t-il des solutions en plus de ça qui pourraient être mises de l'avant pour vraiment aider le vrai monde? Des villes, là, je parle des villes. Mais c'est pour ça que je vois ça d'un bon œil. Je te dis, moi, au niveau fédéral, je vois ça d'un bon œil. Mais ce que je veux dire par là, je pense que ça en prend plus encore pour vraiment arriver à aider cette clientèle-là qui essaie d'entrer sur le marché actuellement, qui ne sont pas capables, Mel. Ouais. Tu le vois, encore toi? là, tu sais, 4000 au Canada, là, il en manque pas mal plus que ça. Alors, c'est un pas en avant, mais qui va se battre pour les avoir, ces maisons-là? Tu sais, moi, je pense que ça prend des mesures beaucoup plus larges. On a instauré l'amortissement de l'hypothèque sur 30 ans. Ça, c'est une bonne mesure pour réduire les mensualités, mais attention, payer ta maison sur 30 ans, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Donc, oui, tout le monde veut aider les acheteurs, les premiers acheteurs surtout, parce que c'est difficile. C'est pas tout le monde qui a des parents pour les aider. C'est la réalité qu'on voit, nous, sur le terrain. Moi, je pense que ça passe par l'éducation. Puis ça, je le répète souvent, je trouve que les enfants à l'école, les adolescents ne sont pas préparés pour la nouvelle réalité parce qu'il y a 20 ans, tout le monde pouvait acheter une maison en travaillant, même il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, à quand un ministre de l'Éducation va dire, garde à l'école, là, un cours d'économie de base, de gestion de logis, parce que se loger, c'est un besoin de base dans la vie. Si tu n'as pas de toit sur la tête, oublie ça. Alors, moi, je pense qu'un cours très simple à l'école, je suis prête à aller le donner, là, tu sais. Ah, ben là, je pensais que tu allais dire, je suis prête à me présenter comme non, jamais de la vie. Moi, je vote pour toi. Non, je vote mais pour toi. Sérieusement, il y aurait moyen d'éduquer les jeunes. Ça commence dans nos maisons, parce que c'est pas la responsabilité à l'école de tout le temps, tout apprendre aux jeunes, mais je pense qu'il faut que les parents soient plus sensibles à ça, d'éduquer les enfants, ramasser vos sous depuis très jeune, là, mettez-en un peu de côté parce que votre réalité ne sera pas la nôtre. Là. C'est pas ce que nous, on a vécu. T'sais. Non, t'as raison. Puis en même temps, tu dis, ben, tu sais, ça prend, je pense, on est rendu à un point où ça prend de l'aide extérieure. Écoute, j'ai lu quelque chose que les gens à la maison ont peut-être lu aussi, c'est qu'on dit que présentement, pour ramener un taux d'abordabilité de la propriété au taux, Mel, de 2019, il faudrait doubler le niveau de construction. Tu sais, ce que ça veut dire, en clair, c'est qu'on ne construit pas assez un peu partout, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. On n'arrive pas à combler la demande. Donc, à ce moment-là, c'est pas de nature à faire diminuer les prix, Mel. Ben non, puis on déborde. T'sais, les gens vivent de plus en plus seuls. Il y a beaucoup de gens seuls au Canada qui prennent... les couples qui se séparent, c'est une réalité, nous, qu'on voit chaque jour. Là, après ça, ils cherchent 2 maisons. Chacun de leur côté. Donc, à la place d'avoir une maison, ça en prend 2. Il y a les nouveaux arrivants. Il y a eu beaucoup d'immigration dans les dernières années. Tous les gens qui cherchent à se loger sont de plus en plus nombreux. Alors, on va voir dans ce balado d'aujourd'hui avec quelqu'un qui cherche vraiment à acheter quelque chose sur le terrain, qui se bute à des refus. On va lui parler, mais on a une conseillère qui va répondre à nos questions aussi en même temps. Donc, le balado Sans vice caché qui va répondre en partie à ces questions-là aujourd'hui. Je vais en profiter, Mel, mais tu as raison. Puis merci aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent aussi à la radio. Merci à Proprio Direct, le commanditaire du balado Proprio Direct qui est au Québec depuis 38 ans, donc qui offre une formule aussi assez unique aux gens et aux courtiers qui travaillent pour cette manière-là. Alors, sans plus tarder, Mel, bienvenue à Sans vice caché, puis on s'en va vers notre sujet principal. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine, sans vice caché. Alors, on parle avec Maude aujourd'hui, qui est une cliente à nous. Hein? On va mettre en contexte une vendeuse qui achète en ce moment, qui a beaucoup de difficultés à trouver sa propriété. Maude, raconte-nous un petit peu ton histoire. Où est-ce que tu en es? Tu en es, en fait, à ta 4e promesse d'achat refusée. Oui, ce qui explique les cernes. Je dors pas super bien. T'es toute belle. T'es toute belle. Merci. C'est un contexte, honnêtement, qui est vraiment pas évident parce que oui... j'ai quand même eu la chance, grâce à vous, de vendre ma propriété, mais là, je suis en recherche active depuis déjà quelques semaines et puis ça fait plusieurs offres que je dépose. Et puis, je pense que, vous savez, vous êtes les experts, mais on est vraiment dans un contexte qui est particulier, qui est difficile, où il y a beaucoup de surenchères, beaucoup d'offres multiples, du moins sur la couronne de Montréal. Là, moi, je regarde pour la Rive-Sud.
Puis, oui, c'est un gros défi, un gros challenge en ce moment-là. Puis Maude, tu le dis, tu le vis, tu es rendu à combien d'offres d'achat que tu as fait, puis ça fonctionne pas malgré tout? Ben là, c'était la 4e ce week-end. C'est sûr que, tu sais, à chaque fois, c'est décevant. Moi, je suis monoparentale avec une petite fille de 9 ans. Donc, tu sais, c'est de se projeter aussi. C'est vraiment d'essuyer déception après déception. Donc, tu sais, il faut rester résilient, mais c'est pas évident. Mais pour mettre en contexte, Maude, là, tu sais, dans le fond, si tes offres sont refusées, c'est parce que tu as une condition de vente de maison. Puis ça, de plus en plus, on le voit dans le marché, les vendeurs aiment un peu moins ça parce que c'est une condition supplémentaire, mais tu n'as pas le choix de faire ça comme ça. Heureusement, on a une promesse d'achat acceptée depuis les derniers jours sur ta propriété, donc tu auras les coûts des franches éventuellement, mais c'est ça qui est difficile. Est-ce que pour toi, c'est... Comment tu composes avec ça? Parce que c'est décevant des refus, là, surtout quand tu as un coup de cœur pour une maison. Ah, certainement. Puis, tu sais, je poursuis quand même les recherches parce que c'est sûr que, tu sais, on parle d'une offre conditionnelle, ce qui fait en sorte que moi, je dois quitter ma maison à un moment X. Donc, tu sais, c'est certain que j'essaie de prévoir aussi... tu sais, je suis bien entourée, je pense pas me retrouver à la rue, j'espère. Mais tu sais, c'est quand même, je veux dire, c'est de pouvoir vendre et de pouvoir acheter dans un moment, un très, très court laps de temps aussi. Puis comme je vous parlais aussi, tu sais, oui, il y a le fait que ce soit conditionnel, mais il y a aussi le contexte de surenchère puis d'offres multiples qui complexifie encore plus l'équation, là. Oui, parce que pourtant, tu offres plus que le prix affiché puis c'est pas suffisant. Oui, non, certainement. Toutes les offres que j'ai faites, c'était au-dessus, même substantiellement là, au-dessus du prix affiché. Puis, tu sais, même avec une promesse d'achat acceptée, les situations auxquelles j'ai fait face dernièrement, c'est des contextes où il y avait 2, 3, 4 offres sur la même propriété. Donc... Maude, moi, je te remercie infiniment de participer à l'émission Sans vice caché avec nous. On va te laisser aller. On sait que tu as des engagements, mais est-ce que on te sent très émotive quand tu parles de ça? Parce que on le sait, tu dois quitter ta maison actuelle avant la fin novembre. Est-ce que c'est le genre d'affaires qui t'empêche de dormir la nuit? Est-ce que c'est un stress qui est omniprésent de penser à devoir quitter sans avoir trouvé vraiment quelque chose? Ben, tu sais, en toute transparence, comme je le mentionnais plus tôt, je dors pas très bien, là. Oui, c'est un contexte qui est stressant. Tu sais, c'est pas j'en suis à ma 4e propriété. Je veux dire, je l'ai vécu dans le passé, mais là, on sent vraiment que c'est un contexte qui est particulier. Tu sais, on parle de crise du logement. C'est difficile l'accès à la propriété, mais là, on dirait que c'est vraiment marqué. J'ose espérer que les prochaines semaines vont se conclure en un achat pour moi. Donc, tu penseras à moi. Bien, c'est sûr, Maude. Merci. C'est clair. Merci beaucoup, Maude. On te laisse aller avec tes occupations. À bientôt. Merci. Merci, Maude, qui est rattrapée par son horaire. Hein? Merci beaucoup. Mais c'est le lot de beaucoup de gens sur le marché actuellement qui font des offres. C'est ça, Maude représente une grosse partie des acheteurs qui ne peuvent pas non plus avoir 2 maisons en même temps. Donc, ce qui veut dire, tu n'as pas vendu ta maison, elle est sur le marché, tu attends ton acheteur, tu ne peux pas faire de promesse d'achat ferme, là. Tu ne peux pas avoir un financement pour acheter ton autre maison avant d'avoir vendu la tienne. Donc ça représente quand même une portion de la population quand même. Totalement raison. C'est une grande majorité des clients vendeurs qu'on rencontre comme courtier immobilier. Ces gens-là nous disent, écoute, j'ai besoin de l'argent. Tu sais, je peux pas juste... Tu sais, la majorité des gens, soyons honnêtes, là, ils ont besoin de l'argent de la vente de leur maison. Là. Puis disons-le, dans ce contexte-ci, c'est même pas... Maude, c'est pas une première acheteur. Là. C'est quelqu'un qui a déjà une propriété, qui est déjà sur le marché, qui essaye d'acheter, puis qui n'est pas capable de le faire parce que justement, pour le moment, étant donné qu'elle a encore une condition de vente, ce qui est vraiment difficile dans le marché actuel, elle n'est pas capable de passer par-dessus ça quand elle présente des offres. Mais elle, c'est une vraie douche froide, pas dire une douche frette. 4 offres de présenter, tu réussis pas, puis on voit des clients, des fois, c'est 5, 6 offres qui n'arrivent pas à passer malgré ça. Des fois, c'est un cheminement aussi. Hein? Tu sais, les gens se disent, ben là, OK, il y a 5 offres, j'offre combien de plus
Ouais. Tu sais, c'est ça la question. Même ceux qui ne sont pas conditionnels sont aux prises avec ce marché-là, dans une certaine braquette de prix. Là, tu sais, à moins de 650 000, on voit ça quand même assez fréquemment. C'est revenu, les offres multiples, comme en pandémie. Puis on va en parler avec une, comment on l'appelle affectueusement, moi, la magicienne? La magicienne, la machine de guerre du courtage hypothécaire. On a le bonheur de recevoir avec nous ce matin Cathy Provost, qui travaille pour la firme Multiprêt, qui envoie de toutes les couleurs. Cathy, qu'est-ce que ça te dit, toi, quand tu vois l'histoire à mode comme ça ce matin? Bien, c'est certain que dans le contexte actuel, on commence de plus en plus à voir la surenchère, chose qu'on voyait un peu moins dans les 2 dernières années. Il faut être un peu plus stratégique, créatif. Donc, on voit beaucoup de gens qui vont venir ajouter leurs parents le temps de pouvoir vendre la propriété puis acheter une nouvelle propriété. Tu sais, les gens qui ont des enfants en ce moment, tu peux pas vendre ta maison sans avoir trouvé. Ben non. Ils veulent pas se retrouver à la rue. Donc, on va utiliser des stratégies de collatéral. Les parents vont s'impliquer davantage. Donc, on voit de plus en plus cela sur le marché en ce moment. C'est sûr, puis on s'entend, Cathy, si tu as acheté des billets pour aller voir Lady Gaga, t'as encore moins d'argent pour mettre une mise de fonds. C'est un droit de mutation, ça, là. C'est comme ça n'a pas de sens. Non, mais tu le vois, cette réalité-là. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est beau de dire quand t'es vendeur, t'es dans le siège conducteur, il y a beaucoup... On le sait, la rareté fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs potentiels que de maisons à vendre. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens là, qui vont nous regarder, qui nous écoutent, qui sont soit premiers acheteurs, soit dans la position à mode? C'est quoi les étapes pour bien se préparer, pour réussir à s'en sortir sur le marché actuel, dans le marché actuel? La première étape, en fait, c'est de faire l'analyse de notre situation. C'est quoi ma capacité d'achat? Qu'est-ce qu'on est capable d'acheter? Combien qu'on pense vendre notre propriété? Puis je vous dirais que dans tout le processus, qu'on soit en renouvellement ou en achat, c'est la préparation. D'être proactif avec son renouvellement, d'être proactif avec sa préqualification. Très souvent, on a des gens qui vont nous appeler. Un coup de cœur, dépose une offre, j'ai besoin de ma préqualification pour maintenant. Donc, c'est vraiment important de bien se préparer. Puis, comme je vous expliquais, on voit de plus en plus de gens impliquer leurs parents, mais non seulement avec des projets de bigénération. Oui. On voyait un peu moins ça dans les dernières années, mais ça redevient un peu à la mode parce que ça vient premièrement ajouter des revenus, donc ça augmente notre capacité d'emprunt. Et ça nous aide à payer également l'hypothèque à la fin. Bien, c'est ça. Il faut que les gens se conscientisent par rapport à ça parce que, tu sais, magasiner une maison, là, on l'a vu en pandémie, 15 minutes la visite, bon, on fait ça vite, vite, vite. Allez, Cathy, là, ouais, je veux une préapprobation. C'est pour ça que tu te lèves à 3h30 le matin, d'ailleurs. Cathy est vraiment lève-tôt. Donc, il faut que les gens s'y prennent d'avance parce qu'il manque toujours un document, il manque toujours une information. Puis si vous avez un coup de cœur, il n'y a rien de pire que d'être refusé au financement après. Tu sais, quand tu t'es engagé, tu as fait une inspection, tu es refusé au financement. Est-ce que tu en vois encore des gens qui sont refusés au financement avec toute l'information qui circule sur la préparation, justement? On en voit. De là, l'importance aussi de parler à un courtier hypothécaire parce que nous, en tant que courtier hypothécaire, on a accès à plus de 30 prêteurs. Donc, c'est certain qu'on a des stratégies. Chacune des banques va avoir un appétit différent pour les travailleurs autonomes, les salariés, les gens à la commission. Donc, on va aller maximiser chacune des banques pour venir chercher le montant le plus élevé qu'on va être capable d'aller chercher. C'est intéressant. Puis là, dans un contexte du marché actuel, Cathy, où le taux directeur connaît une stabilité, même diminue, là, on l'a vu là, dans les derniers mois et tout ça, est-ce que ça a un impact concret au quotidien dans ta job, toi, au niveau de la capacité d'emprunt des gens? Est-ce que tu vois une recrudescence des acheteurs qui... On parlait peut-être aussi, on le voit, les gens, il y a des mesures comme l'hypothèque 30 ans maintenant. Est-ce que tu as plus d'affluence de gens pour pouvoir acheter dans ce contexte-là? À 100%, parce que le 30 ans nous permet de venir augmenter notre budget, parce que ça vient réduire notre capacité mensuelle. Donc, le 30 ans, le nouveau plafond au niveau de la SCHL à 1,5 million, ça aussi, ça l'aide beaucoup. Les gens qui aimeraient acheter un Plex à Montréal, on sait très bien qu'un Plex en bas d'1 million à Montréal, ça peut être un peu plus difficile. Donc, toutes les mesures qui ont été mises en place, le CELIAP, on voit clairement des avantages où est-ce que ça donne plus d'opportunités dans le marché aux acheteurs en ce moment. Juste pour les gens qui ne le savent pas, le 1,5 million, c'est qu'avant, pour mettre moins de 20 de mise de fonds, pour acheter un prêt, en fait, pour avoir un prêt assuré, mettre 5 de mise de fonds, il fallait que le prix maximal soit 1 million. Là, on se rend à 1,5, ce qui est plus fidèle à la valeur du marché parce que des Plex à Montréal, même l'unifamilial, le prix moyen est rendu à 1 million. Là. Bien, même une maison, tu sais, quand on regarde dans le secteur de Boucherville, de Saint-Lambert, une maison de 2 millions en ce moment, ça risque que c'est difficile. Donc, ça amène plein d'options aux nouveaux acheteurs pour leur donner la possibilité d'acheter, puis pas nécessairement avoir à aller plus loin. Parce que ce qu'on voyait dans les dernières années, c'est que les gens s'éloignaient.
Donc, je ne suis pas capable d'acheter dans cette région-là. Je vais aller un peu plus loin, comme ça va me coûter moins cher. Donc, ça l'aide vraiment par rapport à ça. Fait que là, bon, on va prendre un prêt sur 30 ans, mais on va rester à Saint-Lambert. Exact. mais le 30 ans est super positif parce qu'il ne faut pas voir ça non plus. Je vais payer mon hypothèque sur 30 ans. L'évolution des clients aussi, donc l'augmentation salariale, les promotions. Donc, c'est certain que de prendre l'hypothèque sur 30 ans au renouvellement, on peut venir réduire cet amortissement-là pour rembourser plus de capital. Chaque banque offre aussi des remboursements anticipés à chaque année qu'on est capable de venir donner pour payer moins d'intérêts. Mais on n'a pas la mensualité du 25 ans, donc ça nous permet d'être un peu plus flexible là, dans nos finances. Puis là, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais avancer là, puis je vais volontairement peut-être tirer un peu dans ton canot, Cathy. Oui, tu sais, on a des remboursements anticipés, par en mettre plus par mois, mais la réalité des gens qui nous regardent puis qui nous écoutent, c'est qu'ils vivent à petite semaine. Bien souvent, les gens n'ont pas d'argent pour aller plus loin dans leur budget et tout ça. Est-ce qu'avec l'hypothèque 30 ans, quand même, on n'est pas en train de créer un certain surendettement par rapport aux jeunes aussi puis aux gens? Parce qu'il y a quand même une différence substantielle entre payer son hypothèque sur 25 ans puis 30 ans. Là, c'est des dizaines, voire des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, tout dépendant du prix de la maison. Là. Bien, en fait, non, je ne suis pas d'accord. En fait, moi, je trouve vraiment que le 30 ans il facilite l'accessibilité aux nouveaux acheteurs. Le paiement a quand même une grande différence. Donc, ce 200-300 $-là qu'on va avoir en surplus va nous permettre de payer nos taxes, de venir payer l'hydro. Donc, je trouve que ça rend l'accessibilité à la propriété beaucoup plus facile qu'auparavant parce qu'avant, le 30 ans existait, mais sur les constructions neuves seulement. Ouais. Et pas pour monsieur et madame tout le monde. Mais en conventionnel, donc un client qui donne 20 de mise de fonds, le 30 ans est également disponible depuis plusieurs années. Il faut que les gens soient raisonnables sur le long terme, parce que c'est sûr que si tu payes sur 30 ans, ça coûte plus cher d'intérêt, c'est sûr que tu vas le payer. Pourquoi? Moi, j'ai une question. J'ai une amie qui habite dans le New Jersey. Elle a un prêt 30 ans. Le taux est fermé pour 30 ans. Ouais. Aux États-Unis, ici, c'est 10 ans. Ça dépend des taux qu'on a offerts. Qu'est-ce que les banques offrent? Tu sais, comme un taux de pandémie là, aux États-Unis, ceux qui ont fixé leur taux là, à 2 % sur 30 ans. C'est le fun, ça? Exactement. Ici, on va voir le plus commun des mortels, c'est le 5 ans. On va voir du 1, 2, 3, 4 ans. Bien entendu, il y a du 7 et du 10 ans. Mais ça ne va pas plus haut que ça. En France aussi, souvent, en Europe, on va avoir des taux d'intérêt qui vont être sur le long terme, dans le fond, qui va suivre la durée de l'amortissement. Mais ici, là, vraiment, on est plus dans les 5 ans. Là. Les 3-5 ans sont très populaires en ce moment. OK. On paye plus cher. Dis-moi, Cathy, c'est quoi une des grandes erreurs que tu vois chez les gens qui sont en démarche? Ils se font préautoriser parce que ça nous est arrivé dans un dossier. Ouais. Les gens sont préautorisés pour un certain montant. Puis là, en cours de route, on a 2 cas. Soit qu'ils ont emprunté pour faire des rénaux dans leur maison actuelle pour mieux la vendre, ou ils ont acheté une voiture neuve entre-temps, et là, ça passe plus au financement. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois, toi, en cours de route, qu'un acheteur fait, puis il va se priver de la maison de ses rêves à cause de ça? Bien, en fait, une nouvelle dette, une nouvelle voiture, un nouveau bateau, changement d'emploi drastique. Durant le processus de la préapprobation. C'est important, quand on entame des démarches, d'avoir une stabilité financière, de ne pas dépenser, de ne pas loader nos cartes de crédit, parce que quand on va déposer l'offre, puis on a beaucoup d'argent sur nos cartes de crédit, bien, à ce moment-là, ça peut venir impacter nos ratios d'endettement. Puis c'est important aussi qu'on regarde en détail la préqualification. Donc, nous, quand on fait les préapprobations, on regarde les revenus, le bureau de crédit, la mise de fonds. C'est pas juste, je fais tel montant, combien je peux qualifier. Donc, c'est vraiment d'aller dans le détail de la préautorisation puis de bien la préparer. Puis, on discutait plutôt aussi au niveau des renouvellements hypothécaires. On a la plus grande bulle hypothécaire en ce moment au niveau des renouvellements en 2025-2026. Le conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent, c'est d'être proactif puis de préparer son renouvellement. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, les clients dire, OK, bien, au lieu de vendre et racheter, je vais agrandir ma maison. Je vais changer la cuisine. On va aller chercher du capital sur leur maison en ce moment. Donc, c'est aussi une réalité qu'on voit beaucoup. Au lieu de déménager, les gens préfèrent rester chez eux parce que si on vend et on rachète, bien, souvent, on va racheter potentiellement pour beaucoup plus cher que ce qu'on a en ce moment. C'est intéressant, mais tu sais, je te ramène encore aux premiers acheteurs. Je te ramène aux gens qui ont toute cette difficulté-là sur le marché. On dit là, qu'il y a une grosse proportion, on parle à peu près 30 % des premiers acheteurs, des jeunes qui ont baissé les bras sur le fait d'arriver à devenir propriétaire. Tu sais, entre autres, ma coiffeuse, son chum est dans le domaine du... parce que je me suis pas fait couper les cheveux pendant 5 ans. Je suis revenu sa coiffeuse récemment.
Oui, Yannick, il a quitté, en parenthèse, il a quitté sa carrière de policier. Puis J'ai eu une grosse révolte. Une grosse révolte, il fallait que je me défoule. J'étais tanné d'avoir eu l'air d'un seul. En tout cas, c'est une autre affaire. J'en ai parlé à mon psychologue de ça, mais je te confierai ça plus tard, Cathy. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, lui, travaille comme garagiste, elle est coiffeuse, puis elle me dit carrément, elle dit, écoute, Yannick, on adorerait ça, on travaille 50 heures semaine chaque, mais on n'est simplement pas capable de le faire. Ces gens-là, au niveau de la stratégie, là, au niveau des véhicules de placement, tout ça, tu n'as pas le droit de me dire vendre de la drogue, il faut que tu me trouves autre chose que ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'aider? Bien, en fait, il y a le CELIAP qui est en place, qui va être une super belle façon. Il va avoir le REER, bien entendu. Souvent aussi, les parents peuvent venir aider. On peut faire un projet de bigénération. On peut acheter un immeuble à revenus, un petit duplex dans lequel il y a des revenus qui vont s'ajouter au niveau de la qualification. C'est sûr qu'il y a des prêteurs B aussi, ce sont des prêteurs alternatifs. Et souvent, le taux des prêteurs alternatifs, somme toute, est quand même très bon. C'est sûr que c'est une stratégie court terme, donc le but, c'est pas d'être là-dessus plusieurs années, faire un 12 mois, puis ensuite que la situation financière change. Il y a des programmes de revenus autodéclarés aussi avec l'assureur que les gens ne connaissent pas nécessairement. Fait que oui, c'est un marché difficile pour les acheteurs. Par contre, on a des solutions. Bien, c'est pour ça qu'il faut vous consulter parce que sérieusement, le commun des mortels ne peut pas s'y retrouver. Est-ce que tu vois un peu plus de jeunes qui font attention? Parce que moi, je répète souvent qu'à l'école, il devrait y avoir une matière qui est enseignée qui s'appelle économie de base ou, tu sais, se loger, c'est un besoin de base, puis les jeunes, ils n'arrivent plus à acheter comme nous, on a pu le faire quand on était plus jeunes. Alors, est-ce que tu en vois qui sont plus conscients de ça, des jeunes, puis qui sont motivés, puis qui disent « Hey, moi, j'en mets de côté, puis j'utilise le CELIAP », tu sais, à un très jeune âge? Est-ce que, je pense que ça part de la maison avant tout, là, il faut éduquer les enfants, mais quand même, est-ce que tu en vois de plus en plus qui sont sérieux? On en voit de plus en plus, puis c'est surprenant. Les jeunes de 24-25 ans, que leur CELIAP est maximisé et ont 80-100 000 dans un CELI. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on voit couramment et tout part de l'éducation en tant que parent et en tant que société. Tu l'as mentionné, moi, je pense qu'à l'école, il faudrait expliquer c'est quoi la base d'une carte de crédit. Pourquoi il faut rembourser notre carte de crédit? Les parents ont un rôle aussi d'éducation financière, de dire à leurs enfants, il y a un montant qui rentre, bien, on va prendre de l'argent, on va le mettre dans le compte épargne et tu vas garder un montant dans ton compte pour tes dépenses à toi. Donc, on a un travail de société à faire par rapport à ça, mais c'est surprenant à quel point les jeunes d'aujourd'hui sont bien préparés. Quand tu as maximisé ton CELIAP, quand ça fait seulement quelques temps que ça existe, c'est parce que tu es à l'affût et tu es au courant. Oui. Parce que ça prend de l'argent, ça prend la notion de sacrifice, de mettre des sous de côté, puis c'est comme ça qu'on y arrive. Est-ce que tu dirais que dans les habitudes de vie des gens, ça joue pour beaucoup au niveau de leur capacité d'emprunt? Tu sais, comme on va se dire, les restos, le voyage, Mélanie parlait de l'auto de l'année. Je veux dire, il y a des choix à faire, Cathy, quelque part là-dedans, à un moment donné? Il y a des choix. Les parents aident pour beaucoup aussi, tu sais, de prendre la voiture familiale. Donc, oui, il y a des choix à faire, puis il faut être économe parce que si on va acheter notre première maison, on n'a pas le choix. Tu es en train de nous dire qu'il faut prêter notre auto à nos enfants tout Exactement. le temps? Tu as déjà commencé, toi? J'ai commencé, il me conduit, mais là, il prêtait mon auto tout de suite. Ça va une prochaine étape. Puis, tu sais, aussi, on discutait, il y a un phénomène au niveau des condos avec les nouvelles lois en place. Oui, c'est vrai. Ça fait en sorte que les frais de condo ont doublé, triplé. Ça change quelque chose pour les acheteurs. Là. Donc, on a des gens qu'on va préqualifier, puis on va dire, bien, quand vous allez trouver la propriété, appelez-nous pour qu'on puisse vraiment calculer avec ces dépenses-là, qu'est-ce que ça donne comme ratio d'endettement pour respecter les normes de l'assureur. Parce que c'est sûr, tu sais, ton condo, là, s'il y a 300 $ de frais de condo ou 600, c'est un paiement, là, ça change la donne sur ton... Ça change toute la qualification, en fait. Est-ce qu'il y en a qui changent d'idée, tu sais, ils visent un condo, puis finalement, ils vont acheter une maison à cause des frais de condo plus élevés? Oui, ils vont décider de s'éloigner au lieu d'acheter le condo parce que, justement, les frais sont rendus super chers. Puis quand tu regardes les frais versus ce que tu as comme service, souvent, c'est pas... c'est plus pour des réparations, là. Non, il n'y a pas tant de service. Des fois, c'est un vieil immeuble. Puis, Mais même au niveau des nouvelles lois, il faut qu'il y ait un fonds d'urgence qui est respecté. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'assureur, la SCHL, regarde de plus en plus les unités de condo. Donc, va regarder les états financiers du syndicat. Va regarder c'est quoi les fonds de prévoyance. Donc, s'assurer que s'il y a un enjeu, le syndicat est capable de faire les travaux et qu'il le font. Mais ça, c'est un bon point. Puis je le dis aux gens qui sont en copropriété. On l'a vécu, nous autres, dernièrement, Mélanie, tu te souviens, 2 cas. La banque a effectivement, maintenant, analyse beaucoup plus les documents de copropriété. Et dans un cas particulier, la banque a refusé de financer l'achat parce que jugeait que le syndicat n'était pas assez avancé dans ses démarches, il n'y avait pas assez dans leur fonds de prévoyance. On est rendu là. Donc, les syndicats doivent, même s'ils ont 3 ans actuellement pour respecter la loi 16, il faut qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible parce que tantôt, ça va être un enjeu de vente. Tu le vois, exact. Cathy?
la valeur va diminuer. Ouais. Exactement. Donc, c'est important aussi de bien regarder. Puis, on voit les acheteurs beaucoup plus à l'affût de ça. Ça l'a beaucoup passé dans les médias. Le rôle du courtier immobilier aussi amène un impact positif par rapport à ça. Donc, clairement, on le voit bien. Il faut vulgariser tout ça, là, parce que c'est vrai, les gens n'osent pas toujours appeler, poser des questions, tout ça, mais c'est important, c'est une grosse démarche. Puis, pour ne pas se river le nez sur une propriété qu'on ne peut pas acheter, il faut le savoir, là. Exact. C'est important. Puis les condos, c'est ça tantôt. J'ai hâte de voir. C'est une nouvelle réalité, Mel. C'est une nouvelle réalité. Puis ça peut devenir éventuellement un enjeu parce que, comme tu dis, dans tes ratios d'endettement, tes frais de copropriété qui ont triplé, ça peut devenir. Ça va être calculé inévitablement, Cathy. C'est calculé. Dans le fond, dans le calcul, les frais de condo sont considérés à 50 %. On revient, mettons, sur le cas de Maude, là. Ouais. T'en vois quand même souvent des gens comme ça à répétition. Tu sais, quand ils arrivent sur ton bureau, c'est parce qu'ils ont fait une promesse d'achat acceptée, là. Ouais. Mais quand l'histoire arrive à toi, ils te racontent tout, là. Ben oui, en fait, même dans le processus. Donc, les clients, le week-end, vont nous texter. On a vu une maison, on a un coup de cœur. C'est quoi mon maximum? Ouais. Jusqu'où je peux aller? Puis ce maximum-là, c'est le client qui peut le déterminer, c'est pas nous. Donc, des fois, la limite est jusqu'à combien je vais. Là, on va faire des scénarios de paiement. Est-ce que ça fait du sens dans le budget? Ah non, Cathy, c'est beaucoup trop élevé. Fait que là, ils vont réduire le prix d'achat, mais on voit des gens, on recommence à voir l'engouement des offres multiples, chose qu'on voyait un peu moins dans les 2-3 dernières années. Les conditionnels à la vente étaient rendus corrects maintenant, mais maintenant, ça passe plus. C'est difficile. Puis tu parles de surenchère, tu vois tout passer, les promesses d'achat, Cathy. Tu les vois passer depuis 2019, tu as vécu la pandémie, tout ça. On est-tu encore dans des cas de surenchère 100-150 000 de plus que le prix affiché? Tu sais, ça ressemble-tu à ça, ce que tu vois sur ton bureau? Un petit peu moins que durant la COVID. Donc, un petit peu moins. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'au niveau des évaluations, on en a discuté, l'évaluation pourrait ne pas rentrer donc avec la banque. Donc, si moi, je fais une offre d'achat à 1 million, et que l'évaluateur dit, bien, ça vaut pas 1 million, ça vaut 950 000, le client va devoir donner plus de mise de fonds pour pouvoir acheter cette maison-là. Donc, on commence à en avoir de plus en plus. Ah oui, hein, parce que là, les prix ont augmenté beaucoup depuis la pandémie. T'sais, on pensait que ça allait arrêter, mais c'est pas le cas. Donc, l'évaluateur qui arrive dans le dossier, il y a plusieurs offres sur la table. Peut-être que lui va juger que ça ne vaut pas ça, puis les gens ne le savent pas toujours. Hein? Non, un acheteur peut être très surpris d'avoir à donner 50 000 de plus en mise de fonds parce que l'évaluateur a évalué que ta maison ne vaut pas ça. Là. Exact. Puis d'une banque à l'autre, ils ont des critères différents. Donc, dans une banque, on va avoir une certaine évaluation. Dans une autre banque, un autre montant d'évaluation. Fait que ça aussi... Et ils ne font pas toutes des évaluations. Non, pas tous. Toujours. Là. Pas tous, en fait. Avec les dossiers assurés CHL, très souvent, on n'aura pas d'évaluation, à moins que la valeur interne ne soit pas reconnue. Là, il va y avoir une évaluation qui est déclenchée ou qu'on veut amener un achat-rénovation. Donc, si on a achat-rénovation, habituellement, l'assureur va demander une évaluation pour s'assurer du prix actuel et du prix futur avec les rénovations. Mais si on donne 20 souvent, il va y avoir une évaluation qui est déclenchée. Donc, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre l'adresse dans leur système interne et si la valeur, ils ont assez de données sur cette maison-là pour confirmer la valeur, à ce moment-là, il n'y a pas d'évaluation. Mais d'une banque à l'autre, on pourrait avoir une évaluation dans une puis pas dans l'autre. Okay. Je te ramène aux parents tantôt. Tu parlais des parents qui s'impliquent de plus en plus. On le voit, là, on le voit sur le terrain, puis c'est pas rare de voir la mère apparaître, le père, les deux parents apparaître sur les promesses d'achat, puis juste des co-emprunteurs deviennent littéralement des propriétaires de maisons avec leurs enfants. Et je t'amène sur un cas particulier. Il y en a peut-être d'autres qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont avoir vécu ça. Les parents ont décidé d'aider. OK? Se sont impliqués financièrement. Tu sais où je m'en vais avec ça, Cathy. Et là, ces mêmes parents-là, eux autres, dans leur vie, ont décidé, quelques mois plus tard, de procéder à l'achat d'un chalet ou d'une résidence secondaire. Ils se sont vus refuser leur prêt parce que dans leur ratio d'endettement, évidemment, le fait qu'ils consentent, qu'ils ne soient même pas propriétaires, mais qu'ils consentent au prêt, avait un impact. Tu le vois, ça? Oui, on le voit. Parce que dans le fond, si on co-signe pour une dette, même si on est 4 emprunteurs, je suis responsable à 100 % de la dette. Donc, s'il y a un paiement de 2 000 bien le 2 000 même si je suis à 25 % va être assumé totalement par... Oh, OK. Donc, ça, dans le ratio d'endettement, ça a un impact. Donc, quand on va ajouter les parents, on va avoir la discussion avec eux. Est-ce qu'il y a des projets d'achat dans les prochaines années? Parce que si oui, ça pourrait impacter votre capacité d'achat. Il y a tellement de détails à vérifier, Cathy. Incroyable. Un gros merci d'avoir été avec nous. C'est toujours fort instructif. Puis je pense qu'on va la réinviter. On va la réinviter. Je pense qu'elle est bonne. Elle va revenir au balado. D'ailleurs, Mel, si les gens ont des questions, comment ils peuvent nous joindre? C'est facile pour nous joindre Y-Parent ou M Bergeron à commercial propriodirect.com. On veut vos histoires parce qu'on reçoit des vrais gens comme Maude qui nous racontent leurs histoires. Puis on combine ça avec des spécialistes comme Cathy, puis dans d'autres domaines aussi. On veut remercier aussi, Cathy, tu nous permets, on veut remercier Proprio Direct, notre bannière qui est présente au Québec depuis 38 ans,
qui a embarqué 2 pieds joints dans ce projet-là de balado sans vice caché. Alors, merci Proprio Direct, toute l'équipe aussi de Cube Studio qui sont avec nous là-dedans. Jeff Bérard, Philippe Séguin, Dominique Labonneau qui est à l'origine du projet de balado. Et également, si vous avez des besoins, pub@commercialcube.ca. On est présent partout sans vice caché. Vous pouvez nous trouver partout, la chaîne Cube sur YouTube, les plateformes aussi de diffusion et également le samedi et le dimanche en radio et en télé sur la chaîne Cube. À ce moment-là, samedi 11h et le dimanche à 18h. T'es bon? T'es bon? T'as bien appris ça? Écoute, ils me l'ont dit la dernière fois. Écoute, tu veux continuer à faire ça? Adapte-toi, mon gars. Souviens-toi où est-ce que c'est diffusé. Quand même, Mélanie à côté de moi. Là, on est facile à trouver de toute manière partout sur les plateformes de Cube. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Yann. Merci, Mel. Merci Cathy. Merci. À bientôt. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com